l'évolution industrielle en cours. Nous allons avoir 3 invités autour de Gabriel. Pascal Faure, tout d'abord, directeur général de la Direction Générale des Entreprises à Bercy. Je vous demande de l'accueillir. Je vous demande d'accueillir également Guillaume Bataille, directeur général de Poquelin Hydraulics. Et Robin Rivaton, économiste, qui nous rejoint également. Bonjour à tous, et je me tourne vers vous, Guillaume Bataille. On va commencer par du concret. Les technos que l'on a évoqués à l'instant, la vidéo d'Airbus, là, qui préfigure l'usine du futur. Enfin, juste avant peut-être, Poquelin Hydraulics, c'est une ETI, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes installé dans l'Oise, au nord de Paris. Grosseur de Paris à peu près, petite heure, ouais, à peu près. 45 minutes. 45 minutes, voilà, quand il n'y a pas de bouchon. Donc vous êtes directeur général de cette ETI et vous avez notamment, votre entreprise est connue pour avoir créé, installé ou façonné le prototype des contrats de compétitivité qu'on a pu voir émerger d'ici de là dans les entreprises industrielles françaises, notamment dans l'automobile. Par rapport à ce qu'on a vu, vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est des sujets dont vous discutez régulièrement dans votre entreprise, que ce soit avec vos cadres ou vos représentants syndicaux? Est-ce que vous vous êtes emparé de ces sujets finalement déjà? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes en alerte? Ces sujets, c'est notre vécu. Les usines, on en a 10 dans le monde. On est en train d'en reprendre une 11e en France, dans l'industrie, puisqu'il s'agit d'une fonderie. Donc, vous voyez, l'industrie, on y croit. Et j'aime beaucoup votre thème, l'industrie a de l'avenir. On pense vraiment que ça a de l'avenir. Bon, alors moi, je vais parler de ce que je connais, c'est Poquelin Hydraulics. Je suis peut-être moins à l'aise dans les arcanes des négociations sociales, où il y a plus de spécialistes. Donc, Poquelin Hydraulics, en 2 mots, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 2000 salariés dans le monde. À peu près un tiers des salariés sont basés en France. Notre activité, en termes de vente, la France représente un peu plus de 10%. Et en termes de valeur ajoutée industrielle, donc au niveau usine, à peu près 22%. Comment est-ce qu'on vit en fait l'usine du futur? L'environnement, ça change en permanence. Il y a des nouvelles technologies, il y a de l'impression 3D qui commence à apparaître. Aujourd'hui, ça ne nous touche pas. Peut-être que demain, ce sera absolument fondamental pour pouvoir continuer à être compétitif. Et donc, notre population, et c'est ça dont je voulais vous parler, en fait, se sépare en 3 catégories dans le monde. On a à peu près 5% de nos salariés qui sont sur un marché mondial. C'est-à-dire qu'un patron d'usine, que ce soit à Pondichéry en Inde, où on a une usine, à Shanghai, aux États-Unis, c'est à peu près un coût salarial à peu près identique. Et on a à peu près 5% de notre population, ce qui est à peu près la même chose en France, je pense, qui est sur un vrai marché mondial. Après ça, il y en a à peu près la moitié du reste qui est sur un marché qui est local. Nos collaborateurs qui sont dans les forces de vente, qui adressent les différents pays géographiques, elles sont localisées en fonction des clients. Et je vous l'ai dit, en France, c'est 10% à peu près. En Europe, c'est de l'ordre de 60%. Et donc là, il y a un besoin de localisation. Mais c'est aussi des localisations en fonction des compétences. Et des compétences, on est dans un métier qui est long. On en parlait hier dans une réunion. On considère qu'un ingénieur en recherche et développement, il faut 5 ans pour qu'il devienne pertinent dans nos métiers. Et donc ça veut dire qu'il faut du temps et donc de la stabilité. Donc vous êtes rattaché à Bercy, vous êtes le bras armé finalement pour orchestrer la stratégie industrielle qui est décidée au ministère de l'économie et de l'industrie. Vous, finalement, le message que vous voulez faire passer ce matin, c'est n'ayez pas peur de la techno. La France a un certain nombre d'atouts pour s'en emparer et l'utiliser brillamment. Oui, alors tout d'abord, merci de m'avoir invité, de me donner l'occasion de vous parler un petit peu de ce sujet avec mon angle de vue. Et je suis heureux de parler en tout cas à
un auditoire qui aime l'industrie, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est notre industrie et de l'avenir. Pour moi, la réponse est évidemment oui. Elle a un avenir d'abord parce qu'il y a des gens qui l'aiment et qui ont envie de la faire progresser. Et je crois qu'il faut aussi dire que l'industrie, on a toujours un peu d'inquiétude quand on en parle, mais parce qu'on est un grand pays industriel. Les pays qui n'ont pas d'industrie ne se posent pas la question de savoir si l'industrie a du futur, puisqu'ils n'en ont pas. Nous, on a la chance d'avoir... Je vais être un peu provocant. À 12%, l'industrie représente 12% de la valeur ajoutée. On peut encore se dire un grand pays industriel? Oui, parce que, écoutez, moi d'abord, je voudrais vous dire que nous avons des champions européens dans l'aérospatial, l'aéronautique, le nucléaire, l'énergie. Nous sommes des champions européens, nous sommes numéro 1. Si on compare nos grandes forces industrielles, il faut savoir que dans les 500 plus grandes entreprises mondiales, la France en a plus que l'Allemagne et plus que le Royaume-Uni. Bon, et ça on ne le dit pas souvent. L'industrie, c'est 3/4 de nos exportations, c'est 80% de notre R&D. Donc l'industrie, c'est un poids économique important. Et en plus, ça a un effet d'entraînement par les services sur toute la sphère économique. Et d'ailleurs, la frontière industrie-service me paraît aussi, une frontière qui n'est pas complètement imperméable. Et puis, en matière industrielle, la France est un pays attrayant. C'est un pays attrayant. Il n'y a qu'à regarder les investissements étrangers en France. Nous sommes la 3e destination en Europe. Derrière, toujours les mêmes, toujours avec les mêmes, UK et Royaume-Uni et puis les Allemands. Alors les Allemands sont un tiers plus grands que nous, donc on peut comprendre qu'ils sont un tout petit peu devant. Ça le rigole parce qu'il suggère, suite à l'opération Coupez votre cravate, qu'il fallait créer un robot couper les cravates. C'est pour ça que j'ai rien à voir avec le fait que la France soit bien placée sur la place. Je viendrai sans ma cravate, sauf à défendre l'industrie de la cravate, mais c'est une bonne idée. Oui, donc on est un pays attrayant. Bon. Et alors, justement, la question qui se pose, c'est de savoir quand on a un tel outil industriel, comment le faire évoluer dans une période qui est très, très challenging pour nous tous. Et donc la question se pose vraiment, mais elle se pose pour nous parce qu'on a une matière pour le faire. Et alors, le sujet, c'est de le faire évoluer ou de lui faire un saut? Les deux vont ensemble, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'industrie se transforme profondément pour deux raisons. D'abord par la technologie, je vais y revenir, qui chamboule encore plus qu'autrefois la manière de produire. Et deuxièmement, parce que nous sommes dans une économie qui s'est de plus en plus mondialisée, et que donc, autant autrefois on pouvait avoir des systèmes de production à la limite qui étaient à notre échelle, avec nos références à nous aujourd'hui, la moindre entreprise, je pense que voilà, Hydraulics peut le témoigner, son principal concurrent, il est à l'autre bout du monde. Voilà. Et donc la compétition étant mondiale, il faut évoluer aussi tout le monde. Et là, on a des atouts. On a des atouts formidables, et en particulier avec la technologie, parce que la France est un pays, de par sa tradition, son histoire industrielle, qui sait maîtriser les systèmes complexes. Parce qu'on a un système éducatif qui nous a poussé à ça, on a un corps social qui est préparé à ça. Et donc c'est un atout parce que dans cette innovation, cette course à l'innovation, cette course à la numérisation, ceux qui maîtrisent précisément ces technologies sont capables, s'ils savent saisir cette opportunité, de transformer leur outil. On l'a dit, c'est un accélérateur, c'est effectivement, ça bouleverse effectivement la chaîne de valeur, mais je voudrais que vous aidiez à bien comprendre, étant bien pédagogue, quels sont les basculements qui sont en train de se faire. On parle maintenant d'uberisation de l'économie. Les grands patrons du CAC 40 sortent tous en disant j'ai peur de me faire uberiser, comme l'ont été Accor Hotel avec Booking ou comme les taxis avec Uber, puisque uberiser vient du nom Uber, qui est une société de chauffeurs sans... de voiture avec chauffeur, pardon. Pouvez-vous nous aider à comprendre finalement ce qui est en train de se passer avec ces désintermédiations? Là, c'est des mots un peu compliqués, mais quel est le basculement en fait dans les chaînes de valeur qui est en train de se réaliser et comment les industriels peuvent éventuellement en profiter? Alors, ce qui se passe effectivement, c'est la conjonction de plusieurs innovations technologiques qui se rencontrent et qui forment une révolution technologique au sens où elle bouleverse considérablement l'ordre des choses établies et les chaînes de valeur. C'est arrivé par le passé très rapidement, hein, quand on a instauré la dynamo dans les usines au début du XXe siècle, ça a bouleversé considérablement l'ordre établi entre les usines qui arrivaient à repenser leur production et celles qui n'y arrivaient pas. Donc il n'y a rien de nouveau dans ces révolutions, mais en tout cas, là on y est aujourd'hui en plein dans le cœur de celle-ci. Cette révolution, pour la simplifier, moi je l'appelle robot numérique. Donc c'est la fusion d'un côté de la robotique et de l'autre côté du numérique. La partie robotique, c'est effectivement l'introduction aujourd'hui d'automates de production ou de logiciels d'automatisation, puisqu'on appelle robot à la fois
les automates qui avaient une interaction physique avec leur environnement, et aussi aujourd'hui des logiciels d'automatisation qui permettent d'automatiser un certain nombre de tâches qui étaient autrefois faites par des opérateurs humains. Et de l'autre côté, il y a la partie numérique qui est en fait digital en anglais, qui est tout simplement l'introduction d'un nouveau langage. Le digital, c'est un langage qui permet à des machines de communiquer entre elles, ce qu'elles ne pouvaient pas faire avant, et ce que les opérateurs humains ne peuvent pas comprendre parce que ce sont des langages très complexes avec des volumes d'informations considérables. Donc on invente ce langage numérique, ça permet de mettre en place des machines qui communiquent les unes avec les autres. Ces machines s'échangent des informations, ces informations constituent une masse de données extrêmement importante, on peut les trier, en les triant on obtient de l'information qualitative, et cette information qualitative on peut l'utiliser ensuite pour valoriser un certain nombre de choses. Et ce qu'on appelle notamment l'économie, en fait, cette fameuse économie d'ubérisation, c'est notamment de la réduction du gaspillage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comportements en fait, qui étaient basés sur du gaspillage. C'est-à-dire que quand on utilise sa voiture tout seul, bah forcément on gaspille quelque part de l'usage qu'on pourrait partager. Et quand on a l'information qu'on peut partager cet usage, et ben forcément on réduit du gaspillage, et donc il y a de la valeur qui est récupérée à la fois pour l'usager et à la fois par l'intermédiaire qui a réussi à valoriser cette donnée. Capturer la donnée, c'est assez facile, c'est pas le sujet le plus dur, il faut des capteurs. Aujourd'hui, on sait très bien faire, on en parlait tout à l'heure, il y a des capteurs RFID qui sont très petits, on peut en mettre de partout, on peut mettre des capteurs GPS dans un grand nombre d'objets, on peut mettre des oscillomètres, on peut mettre plein de choses, des petits capteurs, ça ne coûte pas grand chose, c'est des composants électroniques. La question aujourd'hui, c'est les gens qui savent traiter cette donnée et la valoriser intelligemment notamment, et ça a beaucoup de valeur, ça reconfigure complètement les chaînes de valeur effectivement aussi, puisque ces nouveaux acteurs qui arrivent en connaissant le marché, en étant capables de réduire le gaspillage inhérent au marché, ils capturent toute cette valeur qui était autrefois un peu dispersée entre les différents acteurs, et ils la gardent pour eux. Cette révolution, si on se remet du champ de l'industrie française, effectivement l'industrie française a quand même beaucoup souffert cette dernière décennie pour 1001 mauvaises raisons, plutôt que de bonnes raisons, mais parce qu'il y a eu des choix politiques, il y a eu des choix économiques, des mauvais comportements des industriels aussi. Je pense que la révolution technologique qu'on est en train de vivre offre une capacité de rebond. En anglais, on parle beaucoup de leapfrogging, c'est le saut de grenouille. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a raté un cycle, on essaye de prendre le cycle suivant et non pas de rattraper l'ancien cycle. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on est en capacité d'effectivement se faire ce saut de grenouille pour récupérer le cycle qui arrive avec ces outils technologiques. Sauf que la technologie, ça ne remplace pas la culture. Et elle se heurtera toujours à des mauvaises habitudes culturelles. Donc il faut que cette technologie, il faut que cette vague, ces nouveaux outils qui existent, parce qu'aujourd'hui on n'est pas seulement sur des innovations, on est sur des véritables outils qui permettent d'être mobilisés dans une activité de production au quotidien. Il faut que ces outils soient utilisés. Et un exemple tout simple, mais sur la donnée, il faut savoir que les entreprises françaises, en 2011, il y avait 21% des entreprises françaises qui, dans leur processus d'innovation, n'incorporaient aucune donnée client. Donc, qu'il y ait du big data ou pas du big data, peu importe. À l'époque, il y avait des enquêtes, on peut faire des sondages d'opinion, on peut faire des enquêtes clients sans du big data. Les gens n'incorporaient pas les données clients. En Italie, en Allemagne, c'est 6% des entreprises qui n'incorporaient pas les données clients. Donc on voit très bien que ces entreprises-là étaient beaucoup plus réactives, étaient beaucoup plus à l'écoute de leurs clients. Or, quand une entreprise est plus à l'écoute de ses clients, et ben en général, elle vend des produits. De confier la vision à 25 ans à quelqu'un dont le groupe qu'elle a dirigé est allé droit dans le mur en 10 ans. C'est facile, elle n'est pas là, mais on oublie la personne. Moi, ce qui me fascine toujours, c'est un petit peu cela, c'est-à-dire ce côté un peu star de la chose, si je puis dire. On voit des grandes personnalités, des prospectivistes nous expliquer un certain nombre de choses. Bon, quand on les prend dans ce qu'ils ont su faire, voilà, il y aurait matière à discuter. Alors je laisse ça de côté, moi je reviens à Schumpeter. Moi je veux bien qu'on interroge les choses à l'aune de la destruction créatrice. Je vais passer un tweet, là je crois que c'est Jean-Marie plutôt. Voilà, on se dit, on met les choses sur la table, on se dit les secteurs où vous considérez que nous ne sommes plus compétitifs, point 1, point 2. Est-ce qu'on se dit la vérité? Point 3, est-ce qu'on est prêt vous-même à aborder les choses en vérité? Parce que, je dis tous ensemble, hein, les employeurs et les pouvoirs publics, parce que moi je suis
quand même un peu le sentiment, Pascal Faure, qu'on fait beaucoup de politique quand même. Politicien. Je ne sais pas, je pense qu'on fait un travail de fond. Alors d'abord, effectivement, gommons les noms de personnes, parce qu'évidemment, ce n'est pas une personne toute seule qui fait une hirondelle ne fait pas le printemps. Il y a sur tous ces sujets-là des comités de pilotage qui travaillent avec des gens qui représentent tous les secteurs. Bon, l'important, c'est en permanence d'avoir un point à viser, de se dire où est-ce qu'il faut qu'on essaye de faire converger nos investissements, de faire converger la formation du personnel. Voilà. Et donc ça, il faut bien qu'on visualise des ambitions industrielles. D'où l'idée de ces plans, de ces projets. Après, il faut des moyens. Regardez ce qui se passe avec les investissements d'avenir. Il faut quand même savoir que sur tous ces investissements d'avenir, il y a 3,5 milliards de crédits qui vont permettre de soutenir des projets industriels dans le respect de toutes les règles, évidemment, d'intervention, ça c'est clair, mais justement pour aider nos entreprises à aller plus vite. Voilà. Donc moi je crois que c'est ça qu'on essaye de faire, c'est pas de sélectionner les bons, les mauvais, là l'État serait particulièrement arrogant, c'est de dire voilà, on est des jardiniers si vous voulez. Nous sommes des jardiniers, notre but c'est de faire un terreau aussi fertile que possible, de pouvoir arroser, et puis après quand il y a des entrepreneurs, eh bien de leur donner toutes les chances pour, face à leurs concurrents, qui eux aussi bénéficient peut-être d'ailleurs, notamment parler de certains pays d'Asie, bénéficient d'aides dont je ne suis pas toujours sûr d'ailleurs qu'ils respectent tous les canons de la juste compétition, mais de faire en sorte que nous, nos industriels, puissent se développer, que l'initiative puisse réussir, et que nos entreprises puissent croître aussi. Parce qu'un des problèmes de nos entreprises, c'est qu'elles n'arrivent pas assez à atteindre les tailles critiques pour adresser des marchés internationaux. Social, emploi, etc., qui a été pas mal abordé, sur lequel je pense que vous êtes assez frustrés en termes de réponses, mais c'est l'objet de la table ronde cet après-midi. Merci à tous pour la franchise des questions, la franchise des échanges. Les informations ont été échangées, entendues. Je pense que ça fera évoluer des deux côtés Voilà, impérativement à 15h dans la salle, me souffle Gabriel. Merci à tous, et je crois qu'on peut applaudir les invités.